Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Maffesoli. Bonjour, Bonjour, bonjour. professeur. Vous êtes sociologue, mais je dirais plus philosophe en réalité en lisant vos livres. Professeur émérite à la Sorbonne et à l'Institut universitaire de France. Vous avez écrit de nombreux livres que j'ai pour la plupart lus. Notamment, ceux qui m'ont beaucoup plu, c'était Le temps des tribus, 1988. Je l'ai lu plus récemment, mais euh, La part du diable en 2002, que j'ai lu il y a quelques mois. Le réenchantement du monde qui m'avait beaucoup plu, 2007, et Apocalypse 2009. Et vous sortez en 2021 cet excellent livre, L'ère des soulèvements. Est-ce qu'on est cousins? Vous êtes d'origine italienne? Euh, oui, bien sûr, mon nom s'écrit, mon grand-père est venu travailler en France en 1904, voilà. Ah, Et il était de Valcamonica, c'est-à-dire près de Brescia. Mais, et son nom d'ailleurs, c'était Maffezoli avec deux Z, voilà, qui a été francisé par après. Malheureusement, comme il a épousé une Française, l'italien a été perdu dans la famille. Et mon père est né en France, moi-même je suis né en France, etc. Voilà, donc je n'oublie pas cette origine. D'ailleurs, c'est amusant et curieux. La troisième génération, une de mes filles, est allée faire ses études à Bologne, en Italie. Voilà. nous sommes des pays frères de toute façon entre la France et l'Italie. Alors, nous sommes en guerre, nous a dit l'année dernière votre président de la République en France. Et en lisant votre dernier livre, il semble que cette guerre n'est pas celle que l'on croit. Et vous parlez des conséquences de cette guerre, peut-être du pouvoir contre le peuple, qui sera sans doute, peut-être, et très bientôt selon vous, cette ère des soulèvements dont vous parlez. Qu'est-ce qui vous fait craindre, ou est-ce le mot mal choisi d'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait penser qu'une révolte, que ces soulèvements vont créer d'abord, vont être possibles, mais surtout qu'ils vont être une ère? Oui, enfin, d'abord, hein, j'ai précisé que ma position était de vieille tradition métapolitique. Hein, le mot est de plus en plus utilisé. Moi, je l'emprunte à un penseur qui m'a toujours marqué, c'est Joseph de Maistre, qui déjà au XIXe siècle rendait attentif au fait que, bien sûr, il y avait du politique, mais il y avait pour certains, et moi je me situe dans cela, une réflexion au-delà ou en deçà du politique. Voilà. Alors, soulèvement, je n'ai pas à les craindre, je n'ai pas à les souhaiter. Je constate uniquement que, de fait, compte tenu de cette, comment dire, de cette tyrannie sanitaire, c'est pas la première fois que quelque chose de cet ordre a lieu. Quand en gros une caste au pouvoir pressent que son ère est finie, hein, pressent, hein, c'est-à-dire ne le comprend pas, ne le sent pas encore, eh bien, elle a tendance en quelque sorte à hygiéniser, sanitariser, etc., la vie sociale, et que, en bout de course, cela amène des révolutions, des révoltes, insurrections. Moi, je préfère dire soulèvement. Voilà, hein, dans le sens simple du terme, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, euh, un peu à la manière d'un verre d'eau que l'on a sucré ou salé, à un moment donné, ben, il y a une saturation, hein, il y en a assez. Voilà. Et c'est mon hypothèse, il y a toute une série d'éléments qui en rendent compte. Dans ce livre, je rends attentif aux révoltes des Gilets jaunes il y a 2 ans de cela, qui était pour moi un prémisse. Et puis, il suffit de voir, d'ouvrir les yeux autour de nous pour voir comment ces jeunes générations ne se prêtent plus ou ne se prêtent pas ou ne veulent plus se prêter à cette hygiénisation galopante. Voilà, c'est en ce sens que je parle des soulèvements R. Alors, c'est un petit clin d'œil, pour tout vous avouer, à un historien américain, Fine, qui avait parlé de l'ère des révolutions. Et pour ma part, j'ai employé le mot il y a un instant, mais j'ai eu tort parce que je ne considère plus qu'on soit dans une ère des révolutions. Les révolutions, c'était dans le fond à partir de
de la forme partie, quelque chose qui était programmé, un peu une conception, on va dire, léniniste ou stalinienne du monde, hein, et qui a contaminé les divers partis politiques, gauche et droite confondus. C'est-à-dire que le peuple est sot, moi je vais lui apporter sa conscience et il va y avoir une révolution. Donc je ne pense pas exactement cela, et c'est en ce sens que je dis ère des soulèvements, c'est-à-dire ponctuels, qui peuvent cesser, qui peuvent renaître. Voilà en quel sens j'emploie ce terme. Très bien. Il y a un élément de lien entre votre travail sur les tribus, sur l'Apocalypse, sur le réenchantement du monde et ses soulèvements. Ayant lu ces livres, je vois un fil rouge. N'est-ce pas inévitable qu'une tribu, à partir du moment où elle se forme, elle veuille avoir une forme d'indépendance, ou tout au moins qu'on la laisse tranquille, et donc qu'elle se soulève face à cette tentative de reprendre le contrôle de ces élites qui pressentent leur déclin? Euh, Tout d'abord, je n'ai pas peur de le dire, je l'ai même écrit dans certains de mes livres. J'en ai écrit trop, hein, trop. J'ai écrit beaucoup de livres, certainement, un truc de vieux monsieur, un peu trop. Mais enfin, euh, dans plusieurs de mes livres, j'ai rappelé qu'il y avait une sensibilité libertaire. Moi, j'étais influencé par un anarchiste qui s'appelle Élisée Reclus, qui est plus très connu, mais qui était un géographe anarchiste en son temps, hein, participant de la commune d'ailleurs. Quand il définissait l'anarchie, il disait c'est l'ordre sans l'État. Voilà, un ordonnancement du monde sans qu'il y ait une instance surplombante. Et pour tout vous avouer, je vous conseille, alors puisque vous avez l'amabilité de me dire que vous avez lu mes livres, de lire un de mes livres anciens qui s'appelle La violence totalitaire, Oui. qui était une partie de ma thèse d'État dans les années 70. Et dans ce livre, le premier chapitre de ce livre, je fais une distinction entre pouvoir et puissance. Pouvoir institué, puissance instituante. Pouvoir des élites, puissance du peuple. Voilà. Et dans le fond, c'est Hannah Arendt ou Heidegger qui a dit on a une idée dans sa vie. Moi, ma seule idée, ce sera celle-ci, hein, c'est-à-dire ce rapport qui existe entre le pouvoir et la puissance. Il est des moments où il y a un accord entre le pouvoir institué et la puissance instituante. Il est d'autres moments, quand il y a une fin d'époque, ce qui me paraît être le cas, où il y a un désaccord. Voilà. Et c'est ce qui me paraît être en jeu. Alors à ce moment-là, ma métaphore, puisque c'était ça votre question, je ne l'ai pas oublié, ma métaphore je dis bien métaphore, hein, de la tribu, c'est pas un concept, hein, c'est une métaphore, retrouve une vigueur, si vous voulez, qui est la sienne. C'est-à-dire, dans ces jungles de pierre que sont les mégapoles contemporaines, eh bien, la tribu a pour fonction, à l'image des tribus stricto sensu, hein, des tribus telles que les ethnologues nous en parlent, eh bien, la tribu a la fonction de serrer les coudes, si je le dis simplement. Hein, pratiquer de la solidarité, de la générosité, de l'entraide, du partage, etc., etc., etc. Voilà. Et pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre. Il y a une déconnexion de la classe politique, je dis la caste, hein, l'oligarchie médiatico-politique, et voilà, la vraie vie, si je puis m'exprimer ainsi, va se vivre dans le cadre de ces micro-entités, de ces petites tribus culturelles, musicales, sexuelles, sportives, vous voyez, peu importe en la matière. Hein, moi, je n'ai pas là-dessus de fétichisme particulier. Et mon hypothèse, que c'est un peu cela qui va constituer ce monde d'après dont tout le monde parle. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui va en quelque sorte refuser la verticalité du pouvoir et va mettre l'accent pour un temps sur l'horizontalité de la puissance. Est-ce que c'est très clair tout ça? Pour moi, c'est clair. D'ailleurs, à la page dans votre excellent livre, que j'ai bien sûr, comme tous mes livres, annoté, je voudrais citer, si vous le permettez, une phrase que j'ai trouvée très intéressante à la page 138. Nous sommes dans une période de transition entre deux époques. L'époque moderne, celle de l'individualisme, du rationalisme, du productivisme, de l'économicisme, et l'époque que, faute de termes appropriés, on nomme postmoderne, dont nous discernons peu à peu les grandes structures, tribalisme, nomadisme, hédonisme, présentéisme. Alors, si on passe de cette époque moderne à cette époque postmoderne, je sais que vous contestez le terme et que il restera à la postérité d'inventer le mot de notre époque. Cette transformation,
est-elle inévitablement source de soulèvement, ce que vous semblez euh, apporter comme thèse dans votre livre, ou y a-t-il, par le craquement du modèle de ces élites, parce que, comme vous dites, elles ont le pouvoir mais pas la puissance, cette transition pourrait être pacifique ou pourra-t-elle être violente, si on veut être un tout petit peu prophète? Là, oui, prophète. Prophète, j'en sais trop rien. Vous vous souvenez de la définition de Léon Bloy qui me fait toujours rêver. Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Voilà, se souvenir de l'avenir. C'est-à-dire, dans le fond, se rendre compte que, au-delà de notre progressisme bené, c'était d'ailleurs dans ma violence totalitaire, je faisais une critique à l'époque du mythe du progrès, du progressisme, hein, et de l'idéologie du service public et qui lui était qui était corollaire à cela. Eh bien, voilà, moi je pense que il y a retour de certaines formes traditionnelles. Hein, on se souvient de l'avenir, hein, c'est-à-dire que dans le fond, ce qu'on avait cru dépasser, la communauté, j'avais dit tribu pour provoquer à l'époque, hein, mais disons ce que j'appelle actuellement l'idéal communautaire, la commune, le canton, la ville, vous voyez, pas simplement la puissance verticale jacobine en France de la technostructure, va retrouver une force et vigueur indéniable. Alors, chaque fois que cela se passe, oui, je regrette de le dire, mais la violence sera là. Voilà, hein, c'est-à-dire que le sang va couler, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein. Hein, la tradition ésotérique rappelle une belle chose, ordo ap chaos. Hein, voilà. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a toujours du chaos, mais manifestement, il y a, prenons un terme plus neutre de Durkheim, il y a à certains moments de l'effervescence. Hein, ou encore restons chez Durkheim, il y a de l'anomie. Hein, anomie, c'est ce qui est au-delà, en deçà de la loi, avant que cette anomie devienne canonique, hein, si je puis dire, hein, c'est-à-dire va s'exprimer en forme d'organisation de la vie sociale. Oui, on peut penser qu'il y a de la violence en gestation, c'est pour ça que je dis ère des soulèvements, et d'une certaine manière, il y aura d'autant plus de violence que l'on aura d'autant plus aseptisé la vie sociale. Hein, qu'on l'aura hygiénisé en quelque sorte. Hein. S'il n'y a plus de possibilité de sortir, de faire du sport, de toucher l'autre, quand il y a le port obligatoire de ce que j'appelle la muselière, hein, le fait qu'il faille garder ces fameux gestes machin chose, je ne sais plus comment on appelle ça, des gestes barrières, enfin, etc., eh bien, cela ne peut que secréter une violence très forte. Vous voyez ce qui se passe en France actuellement, où la criminalité, les bandes de racailles de banlieue, ces pauvres gosses qui se tuent pour des raisons subreptices, pas très importantes, ou des raisons d'amour, enfin, etc. Vous voyez, je considère que on ne le dit pas assez, c'est tout simplement la conséquence logique de l'hygiénisation, de l'hystérie sanitaire. Voilà, mais en sachant que, encore une fois, chaque fois qu'il y a euh, euh, un changement d'époque, il y a quelque chose de cet ordre. Vous voyez, au niveau des expressions, moi j'aime bien la sémantique, hein. Je dis qu'entre époques, c'est parenthèse, hein, ça dure 4-5 siècles, entre les époques, il y a toujours une période. Et une période toujours crépusculaire, hein, si je puis dire ainsi. Hein. C'est-à-dire qu'on pressent ce que l'on est en train de quitter, on ne sait pas encore exactement ce vers quoi longtemps, et donc du coup, ben voilà, quoi, il y a de l'effervescence, alors violence, peu importe le terme qu'on peut employer. Oui, il y aura certainement de cela. À nous de savoir l'accompagner pour que ça ne devienne pas du pire. Hein. À nous d'être lucides, d'être des penseurs libres, hein, justement, pour essayer en quelque sorte d'éviter. C'est Walter Benjamin qui disait chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Voilà. Et moi, mon travail, c'est ça. C'est d'accompagner cette mutation, ce changement de peau, cette mue sociétale qui est en jeu. En lisant votre livre, je rappelle que nous avons avec nous Michel Maffesoli pour son dernier livre, L'ère des soulèvements. Excellent livre que je vous conseille. Vous avez une image, professeur émérite, vous êtes le nec plus ultra de la respectabilité dans le milieu universitaire, évidemment en France. Et pourtant, dans votre livre, vous vous attaquez, je ne sais pas si c'est le mot juste, vous me corrigerez, mais vous êtes assez sévère, en tout cas, j'allais dire virulent, mais sévère certainement avec ces classes dirigeantes et finalement leur gestion
enfantine. J'allais presque citer Ecclésiaste en disant malheur à la nation dont le roi est un enfant. Tout au long de votre livre, on voit que vous fustigez la manière dont cette transition est en train de se faire du point de vue des élites qui sont au pouvoir. Oui, oh ben, écoutez, puisque moi, tout au début de ma carrière, c'est amusant, quand j'étais nommé à la Sorbonne, j'ai été nommé pendant 6 mois, en même temps d'ailleurs, titulaire de la chaire Vilfredo Pareto à Lausanne. Vous voyez, j'ai fait en 81, je me souviens avoir fait des cours, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a forcé ou amené à lire Vilfredo Pareto, qui fut donc professeur italo-suisse à Lausanne, œuvre qui n'est pas très connue malheureusement d'ailleurs, alors elle est parfois mal écrite, etc., alors qu'elle est fort intéressante. Je retiens de Pareto une formule fort instructive. Il parle de la circulation des élites. Hein, c'est-à-dire, il montre que quand bon, voilà, ça marche pas. Chaque société a des élites, mais quand à certains moments cette élite n'est plus en phase, eh ben, ça va circuler. Et c'est mon hypothèse actuellement, vous voyez, c'est-à-dire que, en gros, la petite élite médiatico-politique, alors bien sûr, c'est le locataire actuel de l'Élysée, mais dans le fond, qui n'est tout simplement que la caricature de la technostructure, si vous voulez, de la bureaucratie, qui va se voir chez les hauts fonctionnaires, qui va se voir dans cette bureaucratie, si vous voulez, que l'on connaît un peu partout de par le monde. Eh bien, cette bureaucratie reste sur les grandes valeurs qui ont été le propre de la modernité. Je rappelle individualisme, rationalisme et progressisme. Et c'est amusant de voir comment elle le répète à tire-larigot les mots que je viens de dire ici, voilà, sans se rendre compte ce sont des incantations. Hein. Les ethnologues nous parlent de l'incantation quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Hein. Moi, mon image amusante, c'est de dire on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà. Eh bien, actuellement, c'est un peu quelque chose de cet ordre. Il continue à nous sériner avec ces valeurs que je viens de dire, alors que ce qui est important, de mon point de vue, oui, c'est la tribu, c'est le nous, c'est la communauté. C'est plus simplement le rationalisme, mais moi j'ai dit raison sensible, c'est-à-dire l'émotionnel. C'est plus simplement le progressisme, mais c'est en effet carpe diem, hein, cueillir aujourd'hui les roses de la vie, etc. Voilà. Donc voilà en quel sens, si vous voulez, il convient d'être sévère, fût-ce avec courtoisie. Moi, quand je discute avec eux, bien sûr, je ne leur crache pas à la figure, mais quand j'écris, je leur mets, si je puis me parler ainsi, le nez dans le caca. Voilà. C'est l'expression qui me venait à l'esprit en lisant votre livre. Et c'est vrai qu'on le sent, il n'y a pas de méchanceté dans ce livre. Il n'y a pas de, on ne peut pas soupçonner des vengeances personnelles. C'est vraiment très objectif et en revanche très franc. Les élites, alors ça tombe, une des raisons pour laquelle je voulais absolument lire ce livre, c'est que j'écris moi-même un livre en ce moment. Mon prochain sera sur la gestion de la peur et de l'anxiété. Ah, Et oui, oui, oui. évidemment, les 18 mois que nous venons de traverser ont montré que ces élites, je crois que vos maîtres avant vous, de la génération qui vous a précédé, parlaient de la société du spectacle, parlaient de cette mise en scène du pouvoir. Mais aujourd'hui, non seulement ce pouvoir se met en scène sur ces valeurs que vous venez de décrire, mais en plus, il semble utiliser la peur comme instrument, comme outil pour poursuivre sa domination ou pouvoir la garder encore un mois, monsieur le bourreau, encore un an, monsieur le bourreau. Comment percevez-vous cette utilisation de la peur par ces élites pour gérer le peuple? Oh, excusez-moi, j'étais formé par un de mes maîtres, Gilbert Durand, qui était grand spécialiste de l'imaginaire à Chambéry et à Grenoble, et j'ai appris de lui beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a une structure anthropologique. Hein. Il analysait les structures anthropologiques de l'imaginaire. C'est-à-dire, à la manière jungienne, c'est des archétypes, on va dire. Voilà. Et il y a un de ces archétypes qui est celui que vous venez de dire, c'est-à-dire quand on pressent que quelque chose est en train de nous échapper, le pouvoir, eh bien, il y a une stratégie de la peur. Rappelons une chose simple, la cléricature au Moyen Âge maniait la peur de l'enfer, par exemple, et c'était une manière d'appeler à la soumission. Et on voit régulièrement, moi je suis en train de lire des livres d'histoire sur la décadence
de l'Empire romain, par exemple, et où l'on voit bien Néron mettant en jeu une théâtralité, si vous voulez, l'incendie de Rome en la matière, pour maintenir son pouvoir, pour maintenir la peur auprès du peuple. Voyez. Et alors, de nos jours, ben, cette stratégie de la peur, c'est la maladie. Moi, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas envie d'en parler, je ne la considère pas, pour les gens de mon âge, on a vu des quantités d'autres moments où il y avait une létalité bien plus importante quasiment que celle que l'on vit actuellement. Voilà. En 69, janvier 69-70, il y avait des dizaines de milliers de morts, et je ne parle pas de la grippe de Hong Kong ou de la grippe espagnole, etc. Bon, il y a d'autres moments où en gros, c'est cette stratégie de la peur, moi, qui me paraît être dommageable, mais qui est logique, dire qui est dans l'ordre des choses, si je puis m'exprimer ainsi. Et cela se met, puisque vous avez employé le mot, au travers d'une espèce de mise en scène, la théâtralisation. Alors, bien sûr, c'est Guy Debord qui nous a parlé de la société du spectacle. Mon grand ami Jean Baudrillard parlait du simulacre, si vous voulez. Et donc, en quelque sorte, la société du spectacle et le simulacre, actuellement, c'est la stratégie de la peur. Juste peut-être, si je puis rajouter, si vous me le permettez, puisque vous avez employé le mot, cette stratégie de la peur utilise beaucoup la théâtralisation. On en était là. Et je rappelle un mot de Platon dans La République qui explique que quand il y a justement une dégénérescence de la cité, de la démocratie, il y a ce qu'il appelle bellement la théâtrocratie, c'est-à-dire dans le fond le pouvoir du théâtre. Et c'est vrai que le locataire actuel de l'Élysée en France est un théâtreux fondamentalement. Voilà. Alors, faut dire une remarque que l'on pourrait faire sur ce point, et pour revenir à cette problématique du peuple qui aurait de la puissance, mais pas du pouvoir, c'est que peut-être l'anthropologie de la population aujourd'hui, entre soumission par peur, mais aussi par l'oisiveté, par le confort, rend, et c'est peut-être l'objection que je pourrais avoir, mais c'est une objection tout à fait amicale et de réflexion à votre livre, c'est que est-ce que ces soulèvements ne deviennent pas très difficiles, car physiquement, il n'y a plus la force et l'abnégation que pouvaient avoir les générations précédentes, ou de 2 ou 3 générations avant nous, enfin, avant moi en tout cas. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que ma génération, celle des 68 arts, est devenue notaire à la place des notaires. Moi-même, je suis professeur d'université, même si c'est émérite, mais dans le fond, beaucoup de gens de mon entourage ont été journalistes importants, ministres, machin chose, etc. Voilà. Donc, mettons entre parenthèses cette génération de révoltés, de pseudo-révoltés, qui en fait avait contesté le pouvoir pour reprendre le pouvoir. Par contre, je suis beaucoup plus attentif actuellement à ce qui est en gestation, c'est ces jeunes générations. Hein. Vous voyez, je suis précis sur mes mots. Ces jeunes générations ne contestent pas le pouvoir. Hein. En latin, contestare, ça veut dire témoigner avec. Hein, celui qui conteste, qui veut prendre la place de celui qui va contester. Là, c'est plutôt le pas à l'écart. Hein. Cause toujours, tu m'intéresses. Et donc, je suis beaucoup plus attentif à cela. Et en ce sens, il y a une apparente soumission. Et en même temps, moi, c'était justement une de mes hypothèses quand j'étais jeune, il y a une vraie duplicité, hein, c'est-à-dire double et duple. Hein, c'est ça la duplicité. Je suis double et duple. Apparemment, je me soumets, apparemment, je porte la muselière, apparemment, je garde les gestes barrières, et de fait, on attend que le petit dernier grain de sel ou de sucre pour que le verre soit saturé. À ce moment-là, il y a explosion. Voilà mon hypothèse. Alors peut-être que je me trompe. Hein. Encore une fois, vous avez dit prophétie, j'en sais rien, moi. Disons que moi, ce qui me frappe, c'est qu'on voit revenir des grandes valeurs que l'on avait cru dépasser, des valeurs culturelles, des valeurs spirituelles, un autre rapport à la nature, hein, moi, ce que j'appelais dans un de mes livres écosophie, hein, c'est-à-dire, dans le fond, la sagesse de la maison commune. Je ne peux plus simplement exploiter la nature, la dominer hein, à la manière cartésienne, l'homme comme maître et possesseur de la nature, aboutissant à une forme de dévastation du monde. Voilà. Donc, il me paraît qu'il y a, d'une manière, comment dire, souterraine,
quelque chose qui est en gestation. J'ai été influencé par un philosophe allemand qui s'appelle Georg Simmel, qui a été professeur à Strasbourg à la fin de sa vie. Et moi, j'ai connu encore son dernier assistant. Et Simmel avait une belle idée. Il disait, il faut toujours repérer quel est le roi clandestin de l'époque, hein. C'est-à-dire, il y a apparemment un roi qui gère, hein, bon, c'est une métaphore, la technocratie, hein, ou la bureaucratie. Le roi clandestin, c'est ce que, de mon point de vue, j'ai appelé la centralité souterraine. Voilà, hein. Et cette nappe phréatique, il y a lieu d'y être attentif. Voilà mon hypothèse, voilà ce que j'écris dans mes divers livres. Ce que vous décrivez là ressemble beaucoup à ce que l'on m'a raconté pour y avoir travaillé des dernières années de l'Union soviétique ou des pays du bloc de l'Est, ou peut-être de certaines dictatures au Moyen-Orient, où effectivement les jeunes notamment faisaient un pas de côté, faisaient semblant officiellement de suivre la doctrine et les obligations du système, mais combinaient dans le sens littéral et traficotaient à côté pour finalement leur liberté chez eux. Euh, Puis-je vous dire une anecdote à ce propos? En 89, je faisais une conférence à Berlin, Berlin-Est, à l'époque. Euh, Dîner à l'ambassade de France. Nous étions quatre, l'ambassadeur, moi-même, le secrétaire général du Parti communiste et son directeur de cabinet. Et je me souviens de la discussion, comme c'était hier, hein, en disant, il y a semble-t-il, de l'effervescence dans votre pays, il y a du mouvement, etc. Et j'entends la réponse de ce secrétaire général et son directeur de cabinet, pas du tout, notre voiture de fonction nous attend en bas, le chauffeur est là, tout est en ordre. 2 jours après, c'était la chute du mur de Berlin. Vous voyez, amusant, hein, on oublie mon anecdote, mais dans le fond, une caste au pouvoir ne se rend pas compte quand il y a eu la sédimentation. Et donc, quand la saturation va s'exprimer au travers de ce que j'appelle soulèvement. Voilà, moi, c'est mon histoire que je raconte. Eh bien, c'est tout à fait passionnant et je crois que c'est un livre qui marque, en tout cas qu'il faut lire, L'ère des soulèvements par Michel Maffesoli. Professeur Maffesoli, merci beaucoup pour votre temps. Et si d'aventure vous revenez à l'Université de Lausanne, passez nous dire bonjour ici en Suisse. À très bientôt et, euh, et bonne continuation. Merci beaucoup et au revoir. Merci bien. Au plaisir de vous entendre à nouveau.